Le couperet du Conseil constitutionnel est tombé hier. Quentin, sur les 86 articles de la loi immigration, 32 ont été retoqués pour des problèmes de forme. Exactement. Le Conseil constitutionnel qui estime que ces mesures sont des cavaliers législatifs, c'est un terme qu'on entend beaucoup depuis hier, c'est-à-dire que leur objet s'éloigne trop du texte initial pour être accepté. Donc ce sont des ajouts qui ont été faits notamment par la droite sénatoriale et que donc le Conseil constitutionnel retire du texte, écarte. Plus grave encore, 3 articles sont censurés sur le fond car ils sont contraires à la Constitution. Enfin, vous le voyez en bas, 2 articles font l'objet d'une réserve d'interprétation de la part du Conseil constitutionnel. Et les articles qui ont été censurés pour des problèmes de forme, ce sont les 32, ajouts de la droite et du centre du Sénat. Exactement. On va voir un petit détail de ce qui a été retoqué par le Conseil, notamment le durcissement de l'accès aux prestations sociales. Ça a été enlevé du texte par le Conseil. La majorité de la droite et du centre voulait conditionner les allocations à une certaine durée de présence sur le territoire, 5 ans contre 6 mois actuellement. Les juges ont donc dit que cet article était trop éloigné du texte initial. Autre mesure, la deuxième, le durcissement du regroupement familial avec une condition de séjour qui passait à 24 mois au lieu de 18 actuellement. Et enfin, même chose pour le délit de séjour illégal. Cela aussi, ça a été retoqué, Oriane. Enfin, la caution retour pour les étudiants étrangers a également été censurée. La droite dit que les mesures qu'elle a proposées sont plébiscitées par l'opinion publique, d'où cette demande des LR d'un nouveau projet de loi qui reprenne ces 32 mesures qui sont jugées comme des cavaliers législatifs. On va revenir là-dessus. On va voir les réactions politiques dans quelques instants. Benjamin, et vous qui êtes un éminent constitutionnaliste, on a entendu les LR dire mais c'est une remise en cause du droit d'amendement. C'est ce que nous disait François-Xavier Bellamy. Ne pas comprendre pourquoi des mesures qui parlent du regroupement familial, qui parlent du droit du sol ou qui parlent de l'accès à des prestations sociales pour des étrangers n'ont pas été considérées comme ayant un rapport avec l'immigration. Alors, je dirais qu'il y a 2 aspects à ce sujet. Le premier aspect, c'est que cette décision, elle n'est pas si étonnante. La notion de cavalier législatif, elle est présente dans la jurisprudence du Conseil depuis très très longtemps, et de facto, là-dessus, le Conseil n'en fait pas un usage qui est un usage particulièrement baroque. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que c'est un trait direct avec votre texte, mais il faut également que ça se rattache à une disposition originelle du texte du gouvernement. En gros, parce que j'essaye de travailler la pédagogie sur quelque chose de totalement imbitable depuis hier, vous avez un texte sur les légumes. Vous faites un amendement sur le fromage. Rien à voir avec les légumes, vous êtes d'accord? Très bien. Mais c'est de l'alimentation. C'est de l'alimentation, mais malgré tout, c'est un texte sur les légumes. Vous avez un article 1er sur les carottes, un article 2 sur les courgettes. Vous faites un amendement sur les tomates. La tomate ne se rattache ni à la carotte ni à la courgette. Donc même si on peut se dire c'est un légume, c'est quand même un cavalier. Il faut que ça ait trait à une disposition originellement présente dans le texte. Et ça, évidemment, c'est une vision très restrictive de la notion de cavalier. Donc ça, c'est le premier aspect. La décision du Conseil constitutionnel, elle n'est pas créée pour l'occasion. Elle répond à une jurisprudence constante en la matière, très restrictive. L'autre élément, c'est que cette jurisprudence, le Parlement a quand même essayé de l'assouplir. En 2008, on introduit notamment à l'article 45 un nouvel alinéa et on dit il faut que les cavaliers, ça existe certes, mais il faut qu'il y ait un lien même indirect avec le texte pour que ce soit accepté. Le Conseil, depuis, donc ça ne date pas de cette décision, a dit en fait, en 2008 vous avez introduit quelque chose, mais j'en tiens pas vraiment compte. Donc on a une jurisprudence qu'on a essayé d'assouplir, que le Conseil n'a jamais voulu assouplir, et qui fait qu'en effet, la capacité des parlementaires à amender à la marge d'un texte est très très limitée. Mais du coup, ça peut être considéré comme étant en clair, Benjamin, est-ce qu'hier, on peut dire, comme le font les LR, qu'il y a eu une décision politique de la part du Conseil constitutionnel, ou est-ce que vous dites que le Conseil constitutionnel a strictement respecté le droit? Alors, le Conseil constitutionnel a strictement respecté son interprétation de la notion de cavalier législatif précédente. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé une jurisprudence très étonnante par rapport à ce qu'il fait depuis des années. Il n'a pas créé une jurisprudence spéciale parce que là, il voulait faire barrage à telle ou telle disposition. Ça, c'est pas vrai. En revanche, on peut discuter cette interprétation des cavaliers législatifs. Elle est très discutable, mais elle n'a pas été créée pour l'occasion. Donc la décision sur le fond n'apparaît pas être politique. On peut discuter la décision du Conseil constitutionnel. La décision sur la réforme des retraites, par exemple, vous avez des considérants qui sont baroques. Je rappelle aux téléspectateurs, s'ils veulent le consulter, le considérant 65, il est très baroque. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas de baroque. C'est pas parce que les LR vont assez loin. Laurent Wauquiez, il parle de coup d'état de droit, notamment. C'est vrai que
est-ce que la décision est politique ou pas? Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que le droit n'est pas forcément asexué politiquement et que l'interprétation du droit, malgré tout, a un impact politique. Et de toute façon, cette décision, elle a forcément un impact politique. On peut quand même s'étonner que, par exemple, sur le regroupement familial, on considère que ça n'a pas un lien, même direct, avec la question de l'immigration. C'est quand même... Tomate, courgette. Hein? Tomate, courgette. Oui, enfin, c'est vraiment, je veux dire, la ligne est extrêmement ténue. Ensuite, on voit bien, finalement, l'important, c'est de savoir ce que va retenir l'opinion de cette, de cette phase que l'on a traversée. Alors, à part un progrès grâce à Benjamin et les interprétations que l'on peut faire, un grand progrès en droit constitutionnel et en droit parlementaire, mais au-delà de cela, finalement, ce qui va, à mon avis, largement apparaître, c'est que il y a une forme d'impuissance aujourd'hui du politique, une forme d'impuissance de l'État à pouvoir traiter un certain nombre de sujets qui sont des sujets qui sont considérés comme prioritaires par l'opinion publique. Et c'est là-dessus aujourd'hui qu'argumente la droite pour, d'une certaine manière, demander une réforme constitutionnelle qui permette en effet de contourner cette difficulté qui aujourd'hui empêche en effet l'État, qui empêche le politique de pouvoir traiter des sujets qui correspondent aux attentes des Français, tout simplement. Ouais, on va revenir sur les LR, mais puisque les LR parlent de décision politique, on va écouter ce que répond Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Il était ce matin l'invité de la matinale de France Inter. Ce n'est pas un choix que nous faisons. Nous avons obligation de regarder si, oui ou non, il y a un lien entre l'amendement et le texte initial. Et quand il n'y a pas de lien, eh bien, nous sommes obligés de dire c'est inconstitutionnel. Ça ne veut pas dire, je termine par là, que la disposition... sur le fond, nous la censurions. Voilà, justement. Elle peut revenir sur le fond. Et à ce moment-là, nous dirons ce que nous en pensons. Ouais, c'est important ce que dit Laurent Fabius. En fait, il n'y a pas eu tellement de censure sur le fond de ce texte, mis à part quelques articles dans les quotas migratoires. Mais par exemple, on parlait beaucoup de la préférence nationale qui était dans ce texte, les oppositions la qualifiée de préférence nationale sur l'accès aux prestations sociales qui étaient différenciées. Là, il n'y a pas eu de censure sur le fond. Exactement. En fait, comme vous et comme moi, le Conseil n'aime pas travailler pour rien. C'est-à-dire que quand il voit quelque chose et qu'il se dit c'est un cavalier législatif, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit j'ai pas besoin d'examiner sur le fond, étant donné que de toute façon, je vais censurer. Donc, il met de côté. Il ne cherche pas plusieurs raisons de retoquer une mesure. La première qui arrive lui convient. Du coup, ça crée une forme d'ambiguïté parce qu'en effet, si vous prenez les allocations familiales, etc., on a des raisons de fond de penser que ça pourrait être déclaré comme étant inconstitutionnel, mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Et donc, ce faisant, si demain on avait un nouveau texte sur l'immigration et que ce texte ne portait pas cavalier sur ce type de disposition qui y était présente, le Conseil pourrait nous dire c'est inconstitutionnel ou pas. Pour l'instant, du point de vue de la manière dont on conçoit la constitutionnalité des dispositions relatives à l'immigration, la décision d'hier ne nous avance pas beaucoup. C'est ça, et ça veut dire que ça laisse la porte ouverte, ça aurait pu en tout cas laisser la porte ouverte au gouvernement, puisqu'on a vu l'opinion publique majoritairement favorable à ce texte. Laurent Fabius, il dit, mais représentez-les dans un autre texte, et puis à ce moment-là, on dira ce qu'on en pense. Ça veut dire que le gouvernement, il peut encore répondre à cette demande de l'opinion publique, et quelque part, c'est pas une si bonne décision de ça pour Emmanuel Macron et Gérald Darmanin? Clairement, il n'y a pas que Laurent Fabius qui dit qu'il y a la possibilité en effet de légiférer à nouveau, mais je crois comprendre que les LR sont sur cette ligne aujourd'hui. Vous avez votre invité précédent, M. Bellamy, qui d'une certaine manière a, en parlant justement de la réforme future éventuelle de l'AME, considéré qu'il fallait intégrer dans cette réforme-là un certain nombre de dispositions qui avaient été censurées par le Conseil constitutionnel ce jeudi. Donc, en effet, aujourd'hui, Emmanuel Macron peut considérer qu'il a franchi un obstacle qui était l'obstacle parlementaire, parce qu'en fait, on se retrouve dans quelle situation? On se retrouve avec le texte initial qui était le texte tel qu'il avait été présenté par M. Darmanin au Sénat et qui avait été bien évidemment largement modifié par le Sénat. Enfin, en fait, oui, le texte initial a été voté. Il a été d'une certaine manière repris en compte tel qu'il en sort de la décision du Conseil constitutionnel. Mais ce texte initial qui était d'ailleurs, il faut le rappeler, soutenu par une majorité de Français, à l'époque, est considéré comme insuffisant. Considéré comme insuffisant par les opinions, considéré comme insuffisant par les oppositions.
je ne vois pas aujourd'hui, tel que les choses sont en train de se préciser, Emmanuel Macron se relancer dans un débat sur l'immigration. Mais c'est quand même un problème. C'est un problème dans sa relation avec, j'allais dire tout simplement, le corps politique que constitue la nation. Ouais, d'autant que, Quentin, la droite et le centre du Sénat poussent justement à ce qu'Emmanuel Macron continue à légiférer sur cette question. Oui, les LR qui dénoncent la décision depuis hier des juges constitutionnels. Le chef de file des sénateurs LR, Bruno Retailleau, a parlé des motifs très contestables du Conseil constitutionnel sur les 32 articles censurés. Selon lui, les Français voient le Parlement réduit à l'impuissance. C'est le même type d'argument qu'on a également entendu chez François-Xavier Bellamy, qui était votre invité à 8h. Écoutez un extrait de sa réponse. Le Conseil constitutionnel prend une responsabilité immense d'ailleurs. Laquelle ? Celle qui consiste à dire à tous les Français, parce que c'est ce qu'ils comprendront, qu'en réalité, nos institutions empêchent notre propre État de se réarmer, pour reprendre une expression en vogue aujourd'hui, que nos institutions désarment l'État et retirent aux Français la possibilité de décider de leur politique migratoire. C'est la raison pour laquelle nous demandons, comme nous le faisons depuis des années, qu'un référendum puisse avoir lieu sur la politique migratoire et que nous puissions réformer la Constitution. De leur côté, les centristes ne critiquent pas directement le Conseil constitutionnel. C'est là-dessus qu'il y a une différence d'approche entre LR et centristes. Dès hier, ils ont annoncé dans un communiqué, ces centristes, qu'ils allaient déposer une proposition de loi, donc d'initiative parlementaire, dans les prochains jours, en reprenant, je cite le communiqué, une grande partie de ces dispositions qui avaient été adoptées tant par le Sénat que par l'Assemblée nationale, avec le soutien du gouvernement, insistent les centristes. Écoutez à notre micro le président de l'UDI, le chef de file des sénateurs centristes hier, Hervé Marseille. Le groupe Union centriste va déposer rapidement, dans les heures qui viennent, une proposition de loi qui reprendra une partie de ces dispositions afin qu'elles soient soumises à nouveau au vote du Sénat et de l'Assemblée. Je ne doute pas, ayant été déjà votées, qu'elles le seront à nouveau. Voilà, on voit Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, si on comprend leur déclaration d'hier, espérer tourner la page de cette loi immigration. Bon, la droite et le centre du Sénat ne l'entendent pas de cette oreille. Exactement. Et c'est là où, entre guillemets, l'opération loi immigration devient quand même un désastre politique pour le gouvernement. Parce qu'il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il ne fallait pas parler d'immigration pendant la campagne des Européennes. Il fallait tourner la page, il fallait changer de dossier. C'est raté. Parce que, évidemment, maintenant, on va peut-être avoir des annonces de Gabriel Attal sur l'AME. La droite ne va pas se contenter d'une réforme de l'AME. Donc, on va à nouveau parler d'immigration sur un texte loi ordinaire, alors avec des propositions de loi qui n'ont aucune chance de passer, parce que déjà, 32 articles dans une proposition de loi, il n'y a pas le temps parlementaire pour les examiner en règle générale, avec des révisions constitutionnelles. Bref, on a armé l'opposition pour qu'elle ait des sujets à faire valoir en matière d'immigration, et c'était justement l'objectif que ce ne soit pas le cas. Le deuxième élément, vous savez, l'un de vos confrères m'a interrogé hier soir et a posé une question extrêmement cruelle pour Gérald Darmanin. Il m'a demandé, cette loi, en fait, il ne reste rien à l'intérieur. Cette question, elle est très très cruelle parce que si, il reste le texte de Gérald Darmanin. C'est-à-dire que la droite a réussi à donner une signification à cette loi qui n'était pas celle du texte d'origine. Elle a réussi à faire que les dispositions qu'elle avait introduites symbolisent beaucoup plus cette loi que les dispositions originales de Gérald Darmanin. L'idée que le gouvernement aurait aujourd'hui un bilan en matière d'immigration, c'est quelque chose qui risque d'être assez peu ressenti par les Français parce que les dispositions qu'ils avaient en tête, sur lesquelles ils s'étaient accrochés, eh bien, elles ont disparu. Ça veut dire qu'il n'y a que des perdants, le gouvernement, parce que l'opinion publique a l'impression qu'il ne reste rien de cette loi, la droite qui s'est fait retoquer ses dispositions, la gauche qui de toute façon ne voulait pas de ce texte, et l'opinion publique qui attendait autre chose ? Je ne sais pas s'il y a que des perdants, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je retiens, c'est que la fièvre sur le sujet de l'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire, ne va pas retomber. Et ce qui, en fait, pose problème pour Gérald Darmanin, qui veut présenter ce texte comme un texte de fermeté, va apparaître finalement, pour une grande partie de l'opinion publique, comme un texte de faiblesse. Ensuite, moi, je pense que sur le plan politique, oui, il y a quand même un gagnant. Le gagnant, c'est le Rassemblement national, d'une certaine manière, qui c'est le moins qu'on puisse dire, dispose d'une antériorité historique sur ces sujets et qui va faire la démonstration en creux de l'impuissance aujourd'hui des pouvoirs publics, des différentes majorités, à pouvoir gérer cette question migratoire qui constitue quand même un enjeu important dans toutes les enquêtes d'opinion qui se succèdent. Très rapidement, Benjamin. Très rapidement, en effet, le seul vainqueur pour moi, c'est le Rassemblement national pour deux raisons. La première raison, c'est que
tout ce dont on a parlé concernant la préférence nationale, etc., a quand même été soutenu par une majorité à dominante centriste et n'a pas été, à ce stade-là, censuré sur le fond par le Conseil constitutionnel. Donc on ne peut plus considérer que ces mesures sont à ce point tabou et radioactives. De l'autre côté, eh bien, le RN pourra dire « Regardez, LR a tendu la main au gouvernement, ça n'a pas marché, et donc la seule possibilité, la seule alternance, la seule alternative, c'est nous. » Et ça, évidemment, ça crédibilise et le logiciel de normalisation et le logiciel d'alternance. Donc c'est plutôt, encore une fois, Marine Le Pen qui gagne. Allez, avant de se quitter, c'est vendredi, vous le savez, on vous emmène découvrir notre patrimoine et nos traditions. Dans 6 mois, jour pour jour, sera donné le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris. Il n'y a pas que les athlètes qui se préparent. Cécile Sixou nous emmène à Bayonne, dans une PME, le Béret français. Cette entreprise a été choisie pour produire le couvre-chef officiel des Jeux Olympiques après avoir fourni ceux de la Coupe du Monde de rugby. Et tout un savoir-faire. Dans cette PME bayonnaise, on fabrique des bérets depuis près de 10 ans. Une jeune entreprise mise sous les projecteurs l'an dernier, elle a été choisie comme fournisseur officiel de la Coupe du Monde de rugby. Oui, pour participer à un événement comme ça avec un produit typiquement français, 100% fait en France, oui, c'est une vraie fierté d'avoir travaillé sur cet événement. Une fierté pour Thibault, le chef d'atelier. Il a dû se retrousser les manches pendant plusieurs mois et réorganiser la production. Il a fallu déjà développer le produit. Donc, il a fallu également commencer à sourcer la laine. Il a fallu aussi commencer à se staffer aussi. Donc on a revu les équipes, on a augmenté la taille des équipes. Des effectifs doublés, 30 000 ventes supplémentaires et un chiffre d'affaires à plus 60%. La success story ne s'arrête pas là, car le savoir-faire du béret français a aussi séduit les organisateurs des JO. Un béret JO ? Ça y est, j'en avais fini. D'accord. Au niveau de la position du patch, c'est bon ? 1,2. On est bien sur les bonnes piqûres. Ok. Les premiers échantillons pour les Jeux Olympiques. Donc là, une version enfant avec la mascotte brodée. La version adulte. On a le béret avec le logo officiel JO 2024. Et la version en paralympique. Les premières livraisons sont prévues au mois d'avril. Thibault ajuste les derniers détails avec ses équipes. Ça t'a allé le fil pour le... Le fil, oui, il ne ressent pas trop. On est avec le blanc, ça va. Et puis la position est très bonne. Il faut qu'on finisse de développer les prototypes rapidement et qu'on se lance dans la production. On a déjà commencé le tricot. Oui. Voilà. Et le reste va suivre très rapidement. Ouais. Et donc forcément, il va falloir embaucher encore, comme pour la Coupe du Monde, des CDD pour surcroît d'activité. L'entreprise ne souhaite pas communiquer sur le nombre de commandes, mais chaque béret pour les Jeux sera produit selon les règles de l'art. Tricoté par ces grosses machines dans les ateliers, chaque bonnet est vérifié à la main. Donc on va vérifier la qualité du produit, si on n'a pas des trous. Près d'une dizaine d'étapes l'attendent ensuite. Le feutrage en machine, l'enformage et au bout de la chaîne, il est une nouvelle fois scruté par le regard connaisseur des couturières. Un savoir-faire, une qualité pour un accessoire de mode typiquement français. C'est un symbole. J'ai vécu à l'étranger, donc oui, on nous imagine tous français avec un béret. Donc effectivement, pour les étrangers, quand ils viennent en France, le béret est l'accessoire ultime français après la baguette. Un symbole aux couleurs des JO, mais surtout un souvenir que pourraient ramener les étrangers dans leurs valises après la compétition. Quentin, vous achèterez votre béret? C'est ça vous plaît? Oui, ça vous plaît les bérets? Ben ouais, non, alors moi c'est pas trop mon style, mais bon, je dois reconnaître que c'est bien, c'est fabriqué français, c'est beau, c'est maison. Allez, on prendra des bérets pour les JO. En attendant, on regarde ce qu'est la une de nos quotidiens régionaux. Quentin, évidemment, la une de la presse régionale ce matin, c'est la mobilisation des agriculteurs. Exactement, c'est à la une de très nombreux titres ce matin. Stop ou encore, se demande ainsi le courrier Picard à Amiens. La mobilisation ne faiblit pas, raconte le Populaire du Centre à Limoges. Les agriculteurs accentuent la pression, titre le journal de Lyon. Et l'Union à Reims, qui parle de tensions qui montent d'un cran. On voit donc toute l'attente accumulée, un mouvement qui devient de plus en plus radical, dit la presse ce matin. La FNSEA qui parle de 55 000 manifestants partout en France hier.
Et tous les regards sont bien sûr tournés vers Gabriel Attal, attendu en Occitanie. Voilà, exactement. Le Premier ministre se rend en Haute-Garonne pour dévoiler les annonces du gouvernement. C'est donc une journée cruciale. Comment Gabriel Attal va-t-il répondre à la première crise depuis son arrivée à Matignon? Le Télégramme, le journal breton, qui parle de pistes du gouvernement, des annonces très concrètes sur le GNR, le gazole non routier, vous en parliez Arnaud, ou encore en matière de simplification. Par exemple, j'ai lu dans le journal un outil pour éviter que les entrepreneurs n'aient à renvoyer les mêmes documents à différentes administrations. C'est raconté dans les pages intérieures du Télégramme. Il y a d'autres unes sur cette crise agricole. Voilà, au total, on en a compté 18, nous, ce matin. C'est dire l'importance du sujet en France, dans les départements. Tous ces titres qui ont réalisé des reportages et qui racontent ce qui se dit au milieu des blocages. On notera l'appel de José Bové à rester pacifique à la une du Midi Libre au journal de Montpellier. Autre actualité, on en a parlé ce matin, c'est la loi immigration. Oui, et maintenant, se demande ainsi Nice Matin, avec cette analyse intéressante résumée en une phrase. La censure partielle par le Conseil constitutionnel satisfait l'exécutif sur le fond, mais risque de l'isoler encore plus politiquement. Allez, on termine avec un sujet plus léger. Oui, on termine souvent avec un sujet plus léger. C'est là tout Quentin calmé, ça. Oui, et puis en plus, Mathias Arès en parlait dès hier dans cette revue de presse. Le festival de la bande dessinée d'Angoulême qui a ouvert ses portes hier. Ce matin, on voit Rachida Dati à la une de la Charente Libre. La ministre de la Culture est en visite officielle demain, samedi, au festival. En attendant, elle est sur un tracteur. Ça va, des bulles, titre le journal. Merci Quentin, merci pour cette revue de presse. Arnaud, la nouvelle une de la revue politique et parlementaire, on la regarde? Oui, rapidement, le dossier consacré au travail nous a semblé que 6 mois après l'adoption de la loi retraite, 1 an et demi après le Covid qui a changé la relation au travail pour nombre de Français, qu'il était intéressant de pouvoir se pencher sur ce sujet. Et on aura l'occasion d'en reparler évidemment de nombreux vendredis. Merci Arnaud, merci Benjamin d'avoir été avec nous, merci Quentin, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, on vous souhaite un très bon week-end.